Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune, je m'appelle Mina. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, mais ici on parle beaucoup de spiritualité, de tarot. On présente parfois des tarots, on parle aussi de paganisme, enfin de plein de choses autour de ces questions, des fois des choses qui sont reliées de plus lointainement. En tout cas, vous pouvez vous abonner si le contenu vous plaît. Je fais ma youtubeuse pro, que je ne suis pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui a été une bonne surprise. C'est Les carnets secrets du druide de Pascal Lamour aux éditions Ouest France. Alors, il faut savoir que Ouest France, les éditions Ouest France, à ne pas confondre avec le journal, même si je pense que ça doit être lié, je ne suis jamais allée voir, font de très bons livres en général sur le folklore et les traditions. J'en ai plusieurs moi-même dans ma bibliothèque et qu'ils ont toujours eu à cœur de produire des livres intéressants, donc déjà c'est bien. Alors ce livre, pourquoi j'ai hésité à l'acheter? Dehors, ce sont mes chiens qui aboient. Je pense qu'il y a une caravane qui passe. C'est tout simplement à cause de la couverture et de l'auteur. Mais pourquoi? Parce que en fait, je sais que Pascal Lamour écrit aussi des scénarios de BD. Et donc, comme une quiche, vu la couverture, je pensais que c'était une BD. Ça, c'est quand on a l'esprit un peu lent, comme le mien. Et voilà. Donc, jusqu'à ce que je me décide à quand même lire ce que c'était. Parce que je me suis dit quand même, c'est une jolie couverture, il y a la Wen dessus, je vais quand même aller voir. Comme quoi, hein, tout vient à point qui sait attendre. Et donc, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était vraiment une histoire personnelle. Il racontait vraiment le druidisme tel qu'il l'a vécu et tel qu'il le vit toujours. Donc, je m'excuse auprès de Pascal Lamour d'avoir fait ma quiche et de ne pas avoir compris tout de suite. Donc, vous avez l'Awen en couverture qui est ce symbole ici, c'est le symbole sans les points. Il y a aussi 3 points. Il peut être aussi entouré d'un cercle. On parlera de l'Awen plus tard. Et derrière, j'ai pas mes lunettes, mais j'ai supposé que c'était du ki. Mais en fait, en revoyant, je suis pas sûre. Donc en tout cas, j'ai ouvert le livre et j'ai trouvé ça très intéressant sur plusieurs points. Déjà, il parle de son expérience personnelle, donc de son cheminement à travers le druidisme. Il y a donc de très belles photos d'assemblées druidiques et on peut un peu sentir du coup quand ce qui peut se passer pendant des rassemblements et pendant des fêtes. Donc il commence par se présenter, son premier lien avec l'autre monde, on voit ici les photos. Alors lui est très lié à la Bretagne, qui est sa région, c'est normal. Dans le cheminement du druide, il y a le lien avec son propre territoire, et ce que j'ai toujours trouvé bien avec les Bretons, c'est qu'ils étaient restés très liés à leur tradition, à leur folklore, à leur langue aussi bretonne, et étant alsacienne et carrément de l'autre côté de la France où nous avons aussi une langue, on remarque que chez les Alsaciens, on reste moins attaché au folklore. Alors si au folklore des cigognes, du nœud sur la tête, du folklore du polychrome, même si le polychrome disparaît aussi un peu, mais moins ce culte, j'allais dire, du terroir, avec ce qui est rattaché au lieu, en tant que géographie et qu'histoire du territoire. Donc c'est vrai que si on pose des questions sur les légendes alsaciennes à un kidam dans la rue, je pense qu'il répondra moins rapidement qu'un breton. Et nous perdons probablement, je pense, un peu plus notre dialecte que les bretons.
Et ça, c'est des questions d'évolution. Et la Deuxième Guerre a eu un effet un peu néfaste sur la protection de notre dialecte. Voilà, ça c'est pour l'histoire de l'Alsace. Je vous expliquerai ça un jour. Voilà, en tout cas, chez nous, c'est un peu moins présent. Donc, ça m'a donné en tout cas envie de repartir en Bretagne, que j'aime beaucoup parce que c'est une terre légendaire, mais c'est aussi un des endroits où on peut lier la forêt. Moi, je suis une fille de la forêt et de la campagne et des arbres et la mer. Alors que si on va plus au sud, c'est beaucoup plus aride. Moi, les arbres me manquent toujours. Donc, il va vous parler de la spiritualité dans le druidisme en premier, toujours bien sûr en partant de sa propre expérience, mais finalement c'est celle qu'on connaît le mieux. On peut se dire que c'est un peu égocentré, mais en même temps, parler d'une expérience, on ne peut le faire que si on l'a vécu, et en dégager des choses, on peut le faire que si on l'a vécu. Donc il va vous expliquer les premiers pas dans le druidisme et quels ont été les siens. Il fait aussi il va vous parler du néo-druidisme, il appelle druidisme moderne, et je trouve ça pas mal. Parce que le néo-druidisme, pour moi, ça veut rien dire. Le néo-druidisme, il est né en 1717. Donc c'est un peu comme l'art contemporain, à un moment où on n'est plus dedans, quoi. À un moment où on dit stop, c'est quoi la limite ? Il y a une date, un truc, il a une date, 1717, avec John Toland, mais ça reste un druidisme moderne. Donc moi je préfère le druidisme moderne par rapport au druidisme plus antique, plus ancien. Déjà, d'une part, le druidisme ancien, on n'en connaît hélas pas grand-chose. Ce qu'on en connaît, ce sont les textes romains qui nous l'ont apporté. On peut remercier César, mais aussi des auteurs grecs dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire de moule. Et donc, ces auteurs ont rapporté des choses. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans le cas de César, ça va être avec le prisme de sa vue de Romain. Les dieux dont il parle, je prends l'exemple de Teutathès, il l'a choisi tout simplement parce qu'il pouvait faire un syncrétisme avec Jupiter. Donc, en tant que conquérant, c'était intéressant de trouver à faire un syncrétisme avec une culture autochtone. Et c'est le meilleur moyen, en fait, d'approcher une population si on veut la soumettre. On se souvient que l'Église, pour soumettre les païens, a usé des mêmes choses en faisant des syncrétismes entre les dieux païens et donc les multiples saints et l'histoire biblique. Donc c'est un procédé assez classique, mais du coup, le prisme par lequel on va découvrir une culture est un peu biaisé par la culture de celui qui rapporte. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, même si vous allez découvrir une nouvelle ethnie, vous allez forcément comparer avec votre propre culture et plutôt vous fixer sur ce qui ressemble de près ou de loin à la vôtre avant de vous attaquer à ce qui est très différent. C'est l'humain qui est comme ça en art. C'est pour ça que les gens, quand ils voient des peintures, il faut toujours « Ah, ça me fait penser à telle ou telle personne », alors que non, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Donc il faut un lien. Donc, pour le druidisme, je fais des digressions moi aujourd'hui, pour le druidisme, en tout cas, il y a très très peu d'écrits. Les druides n'écrivaient pas ou écrivaient peu. Et puis les Celtes n'écrivaient pas beaucoup, c'était des traditions orales. Et comme disait Tolkien, de toute façon, en résumé, il disait que dans les Celtes, on peut mettre tout, et en gros, tout ce qui nous intéresse, n'importe quoi. C'était mieux dit, hein. La citation de Tolkien, il parle beaucoup mieux que moi. Je vous la retrouverai une fois, la citation de Tolkien, qui était philologue, hein, donc à la base, pas juste écrivain d'heroic fantasy.
même si c'est le maître en la matière. Par contre, lui, il connaissait beaucoup le folklore et l'histoire, vu que tout le Seigneur des Anneaux est quand même basé sur un folklore préexistant, en partie notamment du Mabinogion, mais probablement aussi des écrits du bassin rhénan de près de chez nous, puisque les histoires d'anneaux sont très présentes. Ça, c'est une autre histoire. Donc ensuite, dans ce livre, on parle aussi de la spiritualité contemporaine. Il va nous expliquer les symboles contemporains comme l'Awen, qui est un symbole à la fois très ancien, on le retrouve dans des écrits très anciens, et expliqué. Mais le symbole en lui-même, avec ses 3 lignes, et puis les points, et encore parfois 3 cercles autour, c'est un peu plus récent. Par contre, on parle de l'Awenidion au XIe siècle, et là, c'est vu par le prisme chrétien, qui parle de sortes de transe chez les personnes qui ressentent l'Awen, donc l'inspiration. Aujourd'hui, on dirait qu'on rapproche ça du fameux chamanisme, que je n'aime pas trop, le terme, comme vous le savez. Ceux qui suivent la chaîne, parce que c'est un peu comme dire les Gaulois, et ça, en fait, c'est un peu un tas de choses en même temps. Donc, on va en rester donc à ces archétypes pour plus de facilité de compréhension. Donc, c'était ce moine, je crois que c'était un moine, expliquait l'Awenidion, ce qui était pris par l'Awen, par une sorte de transe, et qu'ils en ressortaient complètement essoufflés, puis, etc. Donc, c'est un principe que je vous exposerai plus longuement, l'Awen, parce qu'on peut en dire beaucoup de choses, et il y a aussi des liens avec d'autres religions qui sont intéressants à faire. Ça, je le ferai au samedi du 6 janvier pour introduire le challenge tarot autour de l'inspiration et de la création. Donc, je vous expliquerai l'Awen plus longuement, philosophiquement et théologiquement, et sur encore d'autres plans. Le principe de l'Awen est franchement passionnant, et donc mérite bien 1 heure de blabla. Donc, le druidisme est-il une utopie? Donc, il explique aussi ce qu'est le druidisme et comment le comprendre ici, avec tout un petit lexique pour bien comprendre ce dont il parle, ce que j'aurais parfois faire aussi ici. Par exemple, il redéfinit occultisme, spiritualité, religion, sacerdotal, l'ésotérisme, l'exotérisme. Donc c'est des notions dont on parle et qu'on n'explique pas toujours. Et c'est vrai que souvent quand on connaît depuis longtemps ces notions, on a tendance à ne pas les expliquer parce que pour nous c'est quelque chose d'évident. C'est pour ça que je dis toujours aucune question n'est bête et que si vous avez à poser des questions, vous les posez. Alors, après il parle bien sûr de ces relations avec le druidisme. Il nous explique l'organisation de la société celtique. Comme je vous l'ai dit, c'est un archétype. On parle de l'époque latine. C'est dans ma région en fait que ça part, mais il y a énormément de celtisme différents. Déjà à cause de son expansion géographique, qui fait que forcément les traditions, même s'il y a eu un noyau, vont être différentes ailleurs. Alors je donnerai un exemple typique avec lequel vous comprendrez peut-être. C'est un peu comme l'alsacien. L'alsacien, le dialecte, a une existence, des gens parlent alsacien à travers toute l'Alsace, mais d'un village à l'autre, l'alsacien n'est pas le même. On peut dire des choses tout à fait différemment d'un village à l'autre. Alors il faut s'imaginer que les religions celtiques, dites celtiques, sont pareilles, c'est-à-dire qu'à un moment, à force d'expansion, elles vont être différentes. Et c'est très difficile temporellement, etc. Donc
c'est vrai que du coup ça fait une espèce de grosse boule temporelle et time and space, comme dirait Doctor Who, que vous savez cher à mon cœur. Mais bon, c'est un bon archétype pour expliquer cette civilisation assez longue en fait, pré-chrétienne. Donc c'est vrai qu'il y avait 3 fonctions. Ces 3 fonctions existent dans beaucoup de sociétés: la sacerdotale, la guerrière, la nourricière, les gens qui vont nourrir. C'est même une organisation qu'on retrouve presque chez les fourmis. Alors il va vous parler de la tradition galloise aussi, qui est un peu différente. Choisir son nom de druide, là vous avez un plan. Voilà. Donc moi je me situe là, le long du Rhin, là en plein milieu. Voilà. Et donc il y a la civilisation de Hallstatt. Alors près de chez moi par exemple on retrouve des anciennes ruines de la civilisation Hallstatt. Une fois je vous les montrerai pendant un chemin païen sur la chaîne, parce qu'il y a un petit németon, un petit temple là-bas dont je vous parlerai. Donc il raconte aussi sa rencontre avec le druidisme, mais aussi avec des druides, et puis le fait que ça corresponde à ce qu'il cherchait. Ensuite, il nous parle des mondes qui sont importants, parce que pour le druide, je ne sais pas si on voit là, le druide, le monde n'est pas constitué que d'une seule réalité. C'est un peu comme dans Twin Peaks, il y en a plusieurs. Vous savez, mon amour pour la pop culture, et je vous ai déjà dit que Twin Peaks était assez symbolique spirituellement de cette conception de pas un monde, mais de différents mondes imbriqués les uns dans les autres, et qu'on peut voyager des uns aux autres. Donc chaque monde a un nom, il vous l'explique. Il y a ceux qui aussi peuvent passer d'un monde, alors, physiquement non, mais spirituellement. C'est là que le rituel intervient aussi, puisque le rituel, c'est ce qui va nous connecter aux autres mondes, le monde du divin, de la spiritualité. Je résume, mais on va y passer 2 heures. Mais voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va nous parler des plantes, et comme il est docteur en pharmacie, vous avez le droit de me corriger. C'est bien parce que du coup, il y a vraiment une connaissance de la plante qui est acquise par ses propres études. Donc là, il parle des plantes classiques, le pommier, le chêne, le gui. Ça, c'était vraiment le boulot, les plantes classiques qu'on retrouve symbolisées aussi dans les ogames. Je vous parlerai de l'ogame une fois. Pas maintenant. Il y a l'importance du monde de l'eau. C'est vrai que l'eau, la source, est très importante, et ça, on le retrouve dans toutes les civilisations dites celtes ou celtisantes, pan-celtiques. Par exemple, j'étais en Aveyron, j'ai peint Conona. Alors il faut savoir aussi que justement, on connaît quelques dieux, mais Conona, j'ai discuté avec des païens du coin de Rodez pour pouvoir faire cette fresque en résidence, et Conona est une déesse hyper locale, et on a comme ça plein de dieux hyper locaux qui sont très peu connus. Et Conona est une déesse de sources, et des sources, et propre à la région de Rodez, et plus particulièrement autour du château de Taurine. Voilà, ça c'est pour le... rappeler que finalement on est tous liés et qu'on retrouve des choses aussi. Donc la source, c'est vrai que la source de la vie est très symbolique. Et alors il va vous parler des rituels, des dieux et des déesses gaulois, en tout cas ceux qu'on connaît, ceux qui ont été donc romanisés. Après, il y a ceux sur lesquels on peut supputer des choses qui n'ont pas vraiment d'histoire. Conona, par exemple, on la suppute. Elle est
c'est pas une déesse fixe. Il va vous parler des dieux, du panthéon irlandais qui est donc connecté forcément à la tradition irlandaise. Il y a Teutates, donc qui est lié à la Gaule. Alors il vous parle de Cernunnos, que vous savez j'aime beaucoup, qui est pour moi en fait un dieu archétypal, parce que, et justement, vu qu'il est difficile à cerner, c'est une approche du divin qui moi me convient bien, parce qu'elle est hors dogme, quel qu'il soit, et que même si on retrouve des choses et qu'on peut supposer des choses, ça restera des suppositions, on ne peut pas, à moins un jour de trouver un texte qui vous parle de Cernunnos, mais on le rapproche du Dispater, donc du dieu au-dessus des dieux, le Zeus gaulois. Alors il va vous parler de Epona, Rosmerta, tout ça c'est des dieux qu'on connaît à travers les Romains ou les Grecs. Et puis les dieux un peu plus locaux, c'est-à-dire pour lui bretons, armoricains, comme Madquillon. Alors je prie les Bretons de m'excuser de cet accent de chiotte. Le Gophanon et Rhiannon. Rhiannon, je la connais parce que je l'ai dessinée il y a très longtemps. La grande reine. Et Rhiannon, je l'aime beaucoup pour certaines raisons. Il y a aussi des témoignages comme celui d'un chercheur qui nous replace un peu dans l'histoire, ça c'est bien, qui va vous reparler de ce que je vous ai dit, les Romains, les Grecs, ceux qui ont écrit sur cette culture, le polythéisme, monothéisme, le druide, ce qu'il est, mais d'une façon plus historique. Moi, j'aime bien mélanger les choses très historiques dans ma pratique et les choses plus sensibles, parce que si on n'est que dans l'historique, on devient un historien de l'art, mais en même temps, il faut les connaître. Donc, je conseille plutôt de mélanger les deux, plutôt que d'être fixé sur... c'est très personnel, hein. Il nous parle du calendrier de Coligny, qui est un calendrier gaulois, on suppose gaulois, qui a été quelqu'un qui passe l'aspirateur pendant que je travaille, pendant que je fais cette vidéo. Donc je m'excuse pour ce bruit. C'était un aspirateur, pas le mien. Il parle des présages. Une fois, je ferai aussi quelque chose sur les présages et ce qu'on appelle les intersignes et les signes. Enfin voilà, il y a les origines aussi. Il parle du rattachement à la Bretagne, vers les ports de l'autre monde, avec un joli petit encou ici qui est typique breton. Alors c'est marrant parce que normalement l'encou, la faux est inversée. Elle n'est pas dans ce sens, elle est dans l'autre sens. Sur beaucoup d'encous, elle doit être dans l'autre sens. Mais ça va dépendre, je suppose, aussi de la région de l'encou. C'est comme chez nous en Alsace. Comme je vous l'ai dit, les choses changent d'un bout à l'autre. Donc il y a de très belles photos de Bretagne qui vous donnent envie d'aller en Bretagne. Ce que je pense que je ferai l'été prochain si j'ai le temps. De Carnac, le lieu le plus connu, de Pierre-Levé, de Nantes, qui est en Bretagne ou pas, selon les gens, hein. J'ai eu des discussions là-dessus. Et les symboles, ici, des rituels, la coupe, il y a l'épée, il y a bien sûr l'Awen. Ça, je vous ai dit, l'Awen, je vous en parlerai plus longuement. En tout cas, on l'appelle aussi le Triban, c'est la lumière primordiale, et je vous en reparlerai avec la notion d'Awen. Donc, il y a les animaux, c'est vraiment pas mal fait. Après, il interroge quelques druides qui donnent leur propre vision du druidisme, et je pense que ce qui est intéressant dans le druidisme, c'est que finalement chacun a sa propre version, mais ce qui lie tout le monde, ce sont les rituels de l'année. Et les rituels, c'est aussi ce qui va nous relier
ensemble et nous relier au divin. Le rituel est important pour ça. Donc, il nous dit comment se passe l'initiation, le déroulé d'une cérémonie, les songes, les rêves. Je pense qu'on entend bien l'aspirateur. C'est bien quand on parle de spiritualité, le son de l'aspirateur. Surtout quand on parle du son de l'Awen. Oh, le son de l'aspirateur. Et c'est vrai que le barde est censé être le musicien. Alors moi, je me considère un peu comme une barde, mais je suis dans le visuel. Mais l'inspiration, finalement, est multiple. Et l'inspiration est maîtresse de plein de productions différentes, artistiques, ou parfois même non artistiques. Donc il y a la musique est une chose, la poésie est une chose, mais on peut aussi considérer qu'un barde peut faire de la peinture. Moi, ça ne me choque pas. C'est vrai que l'art gaulois n'est pas très développé. On n'a pas retrouvé énormément d'art dit gaulois. Ceux qui ont amené vraiment l'art, ce sont les Romains, encore une fois, et la représentation des dieux aussi, puisque a priori, les Gaulois ne représentaient pas les dieux. Et on raconte que Brennus, par exemple, s'est moqué des dieux romains sculptés. Voilà. Après, les choses ont fait leur chemin et finalement, tout doit évoluer. C'est pour ça que certains font « Oui, moi, le druidisme, néo-druidisme, c'est pas mon truc, ou le druidisme moderne. » Mais hélas, toute chose évolue et doit s'adapter à son époque. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que c'est rappelé et qu'on arrive à replacer donc des traditions, même modernisées, dans une modernité. Voilà. Donc je vous conseille ce livre si vous vous intéressez au druidisme, au paganisme, à la Bretagne. Ne pas oublier que si vous vous intéressez au druidisme, il faut aussi vous rattacher à votre propre terroir. Donc moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Alsace et du bassin rhénan. Par exemple, j'ai toujours été très attirée par l'histoire des Nibelungen et pas seulement de l'opéra de Wagner, l'histoire qui est propre au bassin rhénan et des légendes propres au bassin rhénan. Chez nous, on a Wotan qui est Odin plus au nord, mais nous ici en Alsace, on l'appelle Wotan. On l'appelait Wotan en tout cas. C'est pour ça que nous en Alsace, on a le Valhalla et ses portes. Je vous en avais parlé dans une des vidéos, on a 2 rochers où on dit qu'il y a les portes du Valhalla. Voilà. Ça c'est pour... et après, chaque région a sa culture, son folklore, et un des travaux du druide, c'est justement de un peu se rappeler ça et de le rappeler dans une modernité où on a tendance peut-être à oublier les choses et de replacer donc l'humain dans un cycle qui n'a ni fin ni début, c'est un cycle, c'est pareil pour la vie. C'est quelque chose dont moi je parle énormément dans la peinture. À force de les expliquer, je me suis rendu compte que je ne faisais parler que de cycles. C'est que les choses ne finissent pas, elles ne font que commencer. Et donc c'est intéressant pour ça. Donc si vous vous intéressez à ces questions, je vous conseille ça. C'est une très bonne introduction, relativement facile à lire, très bien illustré. C'est donc aux éditions Vent d'Ouest. C'est Pascal Lamour. Les photos sont de Pascal de Sagna. Moi je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner en dessous. Justement, moi je vais aller cultiver un peu ma germanité en Allemagne pour Nouvel An, en regardant une bonne Schlagerparade pour le Nouvel An. Et puis, je vous dis à bientôt. Il y aura juste la guidance collective juste avant Nouvel An qui regroupe la dernière semaine, la 52, et puis, on dirait une autoroute, la 52, et puis qui un peu l'année nouvelle. Et après, je pars 3 jours me ressourcer dans les sources, puisque je vais faire du thermal bath, du baden. Je vais un peu, me ressourcer, prendre les eaux.
Donc je vous dis à bientôt en suivant la lune. En janvier, il y aura le Awen Creative Challenge, mais je me demande si on va l'appeler workshop, ce serait plus judicieux. Autour de la création, de l'inspiration, comment retrouver l'inspiration, comment retrouver confiance en soi, comment se lâcher quand on veut créer et que c'est pas facile et qu'on est un peu coincé par des tas de questions. Voilà. On fera aussi une série sur les arcanes du tarot et il y aura une série sur la symbolique des animaux et je réfléchis à faire une série plus tard aussi sur la symbolique des couleurs. Tout ça, c'est des choses qui sont dans mon rayon d'artiste, d'action, et sachant aussi que dans mes peintures, j'utilise énormément de symboles pour leurs différents grades d'interprétation. Donc, d'ici à bientôt, voilà, bonne année. Si jamais vous ne me voyez pas jusqu'à l'année prochaine et que vous aussi vous partez prendre les eaux ou autre chose ailleurs ou voir la famille ou je ne sais pas, le dernier rendez-vous vidéo, ça sera avec la petite guidance collective. À très bientôt, je vous laisse avec le bruit de l'aspirateur. À bientôt.